Donc, je tiens d'abord à remercier M. Hicham Besbes pour cette aimable invitation pour partager avec vous quelques réflexions sur un des aspects de la thématique de ce workshop, à savoir la notion, le concept qui est un néologisme en réalité, de convergence réglementaire. Hein? Les juristes généralement digèrent mal ces nouveaux concepts parce que ça demande beaucoup de soubassements théoriques et de mécanismes juridiques ainsi que des textes, etc. Mais je vais essayer avec vous un petit peu de plonger un petit peu dans ce tabou juridique. Et je vais essayer avec vous, en partant de cas concrets, hein, de parler de cette notion de convergence réglementaire. Parce que jusque-là, on parle plutôt de convergence technologique, de convergence des services, des contenus, etc. Moi, je voudrais, à la demande de la présidence, bien sûr, je vais vous parler de ce concept-là. Et je ne trouve pas mieux que partir de la réalité tunisienne. Hein. Comme vous le savez bien, Tunisie Télécom a dernièrement lancé une nouvelle application, hein, dont parlait tout à l'heure Monsieur le Président. Bon, c'est une innovation technologique, c'est quelque chose de nouveau dans notre pays. On applaudit ça, bien entendu, mais les juristes, bien entendu, ont généralement une certaine réaction par rapport à toute cette innovation technologique. C'est pourquoi je vais vous parler un petit peu de l'attitude du juriste face à cette application. Bien sûr, en sélectionnant cet exemple-là, je ne suis pas dans la logique de la promotion de cette application ou d'un opérateur, etc., ni aussi dans la logique du dénigrement. Au contraire, c'est nouveau dans notre pays et c'est très important. Donc, lorsqu'on lit la présentation de cette nouvelle application sur le site de Tunisie Télécom, je vais citer, l'opérateur national offrira à sa chère clientèle, et je souligne ici, l'opportunité de poursuivre en live streaming sur Internet et en qualité haute définition. Donc quoi? Les matchs amicaux que disputera donc l'équipe nationale tunisienne. Hein? Et que nous avons suivi, bien entendu. Bon, ça semble un petit peu une information anodine, mais bon, pour un juriste, ça pose beaucoup de problèmes juridiques. Hein? Je vais vous en parler un petit peu. Hein? La nature de ces services, de cette application, est-ce qu'il s'agit d'un service de télécommunication au sens que nous connaissons, donc donné par le Code des télécoms, ou bien d'un service audiovisuel? Le statut juridique de l'opérateur qui a fourni cette application, ce service sur Internet, est-ce qu'en fournissant ce service-là, il garde encore sa qualité d'opérateur de réseau public de télécommunication? Est-ce qu'il aurait plutôt la qualité de fournisseur de services, selon le même code, un opérateur de télédiffusion, un éditeur de contenu? Des interrogations. La loi applicable à ce service, parce que nous savons tous qu'il y a eu une certaine réaction de la part de ceux qui suivent le secteur des télécommunications, du régulateur, de l'AIK, etc., qui n'a pas été formalisé en réalité, mais est-ce qu'on va appliquer donc plutôt les dispositions du Code des télécoms ou bien on va appliquer les dispositions du décret-loi 116 sur la liberté de communication audiovisuelle? L'organe de contrôle. Hein, il y a une application, il y a un marché qui va être, qui serait autorisé à exercer sa régulation sur cette application-là, l'AIK ou bien l'INT. La nature de la régulation, est-ce qu'elle serait une régulation d'un réseau, d'un trafic, ou bien elle serait une régulation des contenus sur la base des principes prévus par la loi sur l'audiovisuel, la liberté de communication, la protection du consommateur, l'accès aux événements nationaux,
Hein, vous savez bien que dans la législation de l'audiovisuel, les événements nationaux, normalement, sont l'apanage exclusif du service public de l'audiovisuel. Or, ici, voilà qu'un opérateur de réseau réserve un événement national, en l'occurrence la diffusion du match de l'équipe nationale, à sa clientèle. Vous voyez? Etc. Hein? Donc, pour faire vite. Ce qui montre vraiment l'acuité et l'actualité du thème qui nous a été proposé par l'Instance nationale des télécommunications. Cette actualité tient aussi à d'autres informations. Vous savez bien que la Constitution tunisienne de janvier 2014 a consacré la liberté de communication comme étant une liberté constitutionnelle. Elle a aussi créé des instances constitutionnelles indépendantes, dont l'AECA. Hein? Ce qui a été à l'origine du lancement d'un certain nombre de travaux, de rédaction de projets de loi, qui sont en cours actuellement. Et on sait bien qu'il y a eu, au sein du ministère des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l'homme, dont le ministre était présent parmi nous tout à l'heure, on a fait un projet de loi sur la liberté de communication, sur l'instance. On a changé son nom dans le projet, c'est ce qui est prévu par la Constitution, donc l'instance de la communication audiovisuelle, l'actuelle AICA. Moi, je suis un peu connaisseur parce que j'ai travaillé avec certains amis qui sont ici présents. Je fais partie du comité d'experts qui a élaboré l'avant-projet de loi. L'élaboration aussi de l'AICA, d'un projet de loi en matière pour réviser le décret-loi 116 dont je parlais tout à l'heure, et l'élaboration au sein même du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique d'un projet de loi sur le code numérique, les codes du numérique. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est une question d'actualité. La thématique d'aujourd'hui, c'est plein l'actualité en Tunisie. Hein? Bien entendu, ce qui va me conduire à essayer de voir dans quelle mesure la réglementation tunisienne ou bien les chantiers législatifs qui sont en cours actuellement dans le domaine des télécoms et dans le domaine de l'audiovisuel, donc consacre la convergence dont on a parlé depuis le matin. Et pour ce faire, nous allons procéder dans un premier temps à un bilan, en quelque sorte, pour voir si le droit positif actuel relatif à l'audiovisuel et aux télécommunications consacre ou non la convergence, et pour voir dans un deuxième plan, en réalité pas voir, mais entrevoir les perspectives d'évolution de la réglementation tunisienne tenant compte de cette convergence. Voilà ce que je vais faire. Mais avant ça, un petit aperçu terminologique. Bon, je ne vais pas répéter les définitions donc, de la convergence qui ont été abordées, mais j'ai aimé certaines définitions que j'ai consultées. Je vais les lire tout simplement sans les commenter. Donc la convergence s'entend généralement de la capacité de différents réseaux de fournir des types de services semblables ou encore de la capacité d'offrir une gamme de services sur un réseau unique. C'est le rapport de l'Union internationale des télécoms. L'OCDE, dans un rapport, dit que la convergence est l'estampage des délimitations techniques entre les différents secteurs des technologies de l'information. Je terminerai en citant une définition qui a été donnée par le fameux professeur d'économie Nicolas Curien, qui était membre de l'ARCEP de France. Il insiste sur le fait, les caractéristiques de la convergence, c'est qu'elle est biface. Elle consiste à la fois en l'indifférenciation de tous les types, de tous les tuyaux, c'est-à-dire les réseaux, vis-à-vis d'un flux, et en l'indifférenciation de tous les flux vis-à-vis d'un tuyau, d'un réseau. Hein, j'ai bien aimé cette schématisation. D'ailleurs, je lui ai emprunté ce schéma-là qui montre bien donc, les deux faces de la convergence, donc à savoir la convergence des tuyaux, ce qu'il appelle des tuyaux, et la convergence des contenus.
Donc, généralement, dans la littérature qui parle de la convergence, on distingue deux dimensions de la convergence. Il y a la convergence technologique et la convergence des médias ou des contenus. Donc, souvent, elle se présente sous cette dualité, la convergence, le concept de convergence. Maintenant, quid de la réglementation des communications électroniques en Tunisie? Est-ce qu'elle est convergente? Est-ce qu'elle n'est pas convergente? Bon, les juristes s'inscrivent toujours dans une logique de nuance, de relativité. C'est pourquoi j'ai pensé à qualifier cette réglementation de non convergente ou de pas convergente, mais j'ai hésité, donc je vais utiliser un terme plus doux, qui est le terme de peu convergente. Hein? Donc la réglementation tunisienne est peu convergente. Comment cela? Michel Jean-Baptiste, un auteur qui est spécialiste en matière d'audiovisuel, dit que la nouvelle économie est née, mais dans un contexte réglementaire d'un autre temps, du temps où les frontières étaient bien gardées, les frontières entre les télécoms et l'audiovisuel. Donc, je pars de cette formule-là pour étayer donc, la thèse selon laquelle, à mon sens, notre réglementation tunisienne est peu convergente, avec des lois distinctes pour les télécommunications et pour l'audiovisuel, deux régulateurs sectoriels distincts, comme disait Mme Asma tout à l'heure, et des régimes juridiques distincts et différents selon le réseau, selon le service, selon le contenu, avec la fameuse distinction entre les droits des contenants et les droits des contenus qui est bien ancrée dans le droit positif tunisien. D'autant qu'il est clair, il n'y a pas de vision et de politique réglementaire et de vision stratégique qui tiennent compte de la convergence des services et des réseaux. Hein? Donc, pour la réglementation des télécommunications, je vais vous parler un petit bilan très rapidement. Hein? C'est une forme de schématisation en réalité, c'est un rappel pour les connaisseurs. Donc, les grandes manifestations du manque, en quelque sorte, de la convergence dans la réglementation tunisienne des télécommunications. Puis, je vais vous parler du peu de convergence dans l'audiovisuel. Très rapidement, hein, c'est schématique. Bon, la définition des télécommunications selon le Code des télécoms, elle ne consacre pas la neutralité technologique, bien entendu, c'est par définition. Depuis le Code de 2001, on définit les télécommunications comme étant les activités de service qui empruntent ou bien des réseaux filaires ou radioélectriques ou de fibre optique. Or, normalement, c'est même un freinage de l'innovation en matière de technologie de réseau, donc c'est cadré. Deuxièmement, la notion d'opérateur de réseau et de fournisseur de services des télécommunications. Hein, donc, tout est axé autour de ces deux acteurs majeurs du secteur des télécommunications, alors qu'aujourd'hui, on parle d'opérateurs de communication électronique, etc. Des régimes juridiques distincts selon le type de réseau et le type de service. Et vous savez bien le paysage, donc un chapitre réservé aux réseaux. Les réseaux eux-mêmes sont classés en réseau public des télécoms, réseau privé, réseau indépendant, réseau interne, etc. Et le Code prévoit un régime juridique à chaque type d'activité. Même chose pour les services. La distinction entre les services à valeur ajoutée, les services interactifs, les services universels, etc. Donc, il y a un cloisonnement dans les régimes juridiques. La diversité des autorisations selon le réseau et le service. Vous savez bien que le droit des télécoms distingue un certain nombre d'autorisations et l'histoire des autorisations dans le domaine des télécommunications est très connue. Il y a eu beaucoup d'hésitations avec des textes, des changements, un texte sur les services SMS, puis aujourd'hui on ne parle plus de services SMS, etc. Donc c'est le cloisonnement. Diversité des licences selon le réseau et le service aussi. Hein? Licence donc pour les réseaux publics, licence pour les opérateurs, les MVNO, etc. Je fais rapidement. Des modes particuliers de la régulation des réseaux et des ressources rares.
Bien entendu, il y a des régimes qui sont cloisonnés en matière. Il n'y a pas de vision d'ensemble de la régulation des ressources rares, par exemple. Éparpillement de la régulation des ressources rares entre divers organismes. Vous savez bien qu'en Tunisie, l'homologation, la gestion des fréquences, les noms de domaine et les ressources rares appartiennent à des entités publiques distinctes, ce qui nuit bien sûr à la convergence. Diversité des régimes juridiques relatifs à la planification, à la gestion des ressources rares. Le régime juridique de la gestion des noms de domaine, des numéros, sont distincts du régime juridique de la gestion des fréquences. Voilà pour ce qui est de la réglementation des télécoms. Pour la réglementation de l'audiovisuel, la même chose. Hein? Donc, vous savez bien que la particularité essentielle du régime juridique de la liberté de communication, c'est qu'elle est axée plutôt sur le contenu. Pourquoi? Pour des raisons, à mon sens, historiques. Pourquoi? Parce que le décret-loi 116 est venu dans un contexte de changement politique au niveau du pays et on a insisté plutôt sur les libertés plutôt que sur la régulation économique. Et c'est dans les travaux que nous avons effectués dans le cadre du comité d'experts, et plusieurs amis ici se rappellent des discussions que nous avons eues. Donc c'est vrai que la régulation économique de l'audiovisuel n'existe pas jusqu'à maintenant. Hein. La non-consécration de services audiovisuels non linéaires, parce que dans le décret-loi 116, on parle de télévision, de radio, tout simplement. C'est ça le paysage de l'audiovisuel, absence des services non linéaires, VOD, TV sur Internet, TV sur ADSL, etc. Bon, je viens de le dire. La notion d'entreprise audiovisuelle aussi, parce que à croire le décret-loi 116, le paysage de l'audiovisuel se limite uniquement à des entreprises de télé ou à des entreprises de radio. Donc, aucune indication aux autres fournisseurs de contenu audiovisuel. La notion de service de télévision ou de radio, la même chose. C'est juste les services linéaires, etc. Hein. Donc, le régime de la licence individuelle aussi. Hein, parce que dont a parlé tout à l'heure Monsieur le Président de l'AECA, donc c'est vrai qu'à travers la licence individuelle, on est en train de réguler le paysage de l'audiovisuel, mais la licence, dans les cahiers de charges, dépend de certaines catégories d'activités, etc. Voilà. Donc, quels sont les principaux effets tenant à cette réglementation peu convergente dans le domaine des télécommunications et dans le domaine de l'audiovisuel? Des situations de non-droit, hein, où on hésite. Quelle est la position du droit sur telle question? C'est le cas de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. La rigidité de la réglementation et son inadaptation aux nouvelles technologies convergentes. Hein? Donc, on essaie au maximum de faire entrer une réalité mouvante, hein, dans des catégories juridiques cloisonnées et historiques et classiques. Ce qui conduit à des difficultés d'application de la loi. Hein, sans un petit peu critiquer les régulateurs, mais quelle était la position de l'INT ou bien de l'AECA face à cette application de Tunisie Télécom? Parce que réellement, il y a une difficulté. Hein. Je sais très bien qu'il y a eu des contacts. Hein. D'une manière informelle, il y a eu des contacts, mais bon, on ne peut pas... Parce que la loi ne permet ni à l'AECA ni à l'INT d'agir. Vous voyez, les deux autorités sont liées. Hein. Des conflits de compétences entre les divers régulateurs, bien sûr. Hein. En témoignent essentiellement les OTS dont parlait notre ami. Hein. Donc, comment faire face à ces OTS? Mauvaise régulation de situations qui fuient à la loi. Même si un des régulateurs va agir face à ces phénomènes de convergents,
mais normalement, il ne va pas bien faire parce qu'il n'est pas appuyé par une réglementation ou par des moyens juridiques, etc. Freinage de l'innovation et de la création de la valeur, bien sûr, parce que d'une part, on demande aux opérateurs de réseau, fournisseurs de services et autres, d'innover de nouvelles applications, etc. Mais d'autre part, donc, on leur dit, bon, il faut être ou bien sous la contrainte du cadre des télécoms ou bien sous celle de l'audiovisuel, ce qui freine, bien sûr, l'innovation. Insécurité juridique, source d'une mauvaise attraction des investisseurs, surtout étrangers, bien sûr. C'est une conséquence directe parce que l'investisseur étranger, lorsqu'il viendra dans notre pays, il va dire « comment vous allez réguler telle application ou telle innovation technologique ?» S'il ne trouve pas sa sécurité juridique, il ne va pas venir chez nous, il va aller à des pays concurrents que vous connaissez sur le plan technologique. Hein. Donc, difficulté d'insertion de l'économie nationale dans les réseaux mondiaux, bien sûr, hein, qui sont en train de moderniser leur réglementation, la preuve, donc c'est la réglementation européenne et autres. Hein. Donc voilà quelques réflexions sur les effets néfastes de l'absence de cette réglementation convergente qui n'est pas un luxe, à mon sens, c'est une vitalité, c'est une nécessité d'actualité. Des frais sociaux, hein, parce que l'absence d'une réglementation convergente va conduire à élargir le gap de la fracture numérique, parce qu'elle va priver certaines populations de l'accès à cette technologie-là. Vous voyez? Donc voilà quelques réflexions. Bon, voilà le bilan. Hein. Bon, c'est vrai, il n'est pas assez reluisant, il n'est pas assez positif en quelque sorte. Mais quelles sont les orientations possibles qu'on peut instaurer à partir de ces jours-là, donc vers une réglementation convergente. Bon, mais quelques mots sur la notion de convergence réglementaire. C'est très important. Bon, normalement, la convergence peut être définie selon certaines perspectives. On parle de convergence technologique, on parle de convergence de contenu, convergence économique, réglementaire et institutionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est la convergence réglementaire ou une réglementation convergente. Une réglementation convergente, c'est la réglementation qui tient compte de trois aspects fondamentaux. Premièrement, la convergence technologique dont je parlais tout à l'heure, la convergence des contenus et ce que Nicolas Curien a appelé tout à l'heure les deux faces de la convergence, à savoir l'indifférenciation de tous les tuyaux vis-à-vis d'un flux et l'indifférence de tous les flux vis-à-vis des tuyaux. C'est ça la convergence réglementaire, à mon sens. Ce qui nous conduit à un principe qui est intimement lié à la notion de convergence réglementaire, c'est la neutralité technologique du droit ou de la réglementation, qui implique ce qui suit, avoir les mêmes principes, les mêmes règles juridiques, d'où la notion de symétrie réglementaire, qui est un néologisme aussi, quel que soit le réseau, le service, l'équipement, le contenu, l'opérateur, le client, on est dans un monde d'ubiquité. Vous voyez, ce qui nous conduit aussi, l'une des manifestations de la convergence réglementaire, c'est la neutralité de l'Internet, bien sûr, qui doit être consacrée dans la réglementation. Sur ce point-là, c'est vrai que dans la législation tunisienne relative aux télécommunications, il y a des dispositions qui consacrent... 2 minutes. Donc, qui consacre la neutralité d'Internet. Mais il faut élargir donc la consécration de ce principe. Je vais un petit peu... si on revient au benchmark réglementaire, donc on peut distinguer trois orientations majeures, trois approches majeures que la Tunisie peut suivre pour qu'elle... fasse développer sa réglementation des services de communication dans le sens de la convergence. Bon, généralement, on distingue ce que l'on appelle l'approche législative en 2 mots, c'est-à-dire qu'il faut changer la réglementation.
et donner aux régulateurs donc la possibilité de mettre en application, de mettre en œuvre cette nouvelle réglementation qui consacre et changer bien sûr la réglementation actuelle. Deuxième approche, c'est l'approche réglementaire, en Espagne surtout, c'est-à-dire on va maintenir les lois en vigueur, mais essayer à travers le truchement du pouvoir réglementaire d'adapter certains régimes à la convergence. Je fais rapidement. Troisième approche possible, c'est l'autorégulation, c'est-à-dire le fait de créer des instances pour justement ces instances-là sont composées d'organismes publics et aussi d'entreprises venant de l'industrie qui vont essayer de donner leur avis et d'être une force de proposition auprès des législateurs afin d'adapter la réglementation actuelle donc à la convergence. Avec, bien sûr, selon les expériences mondiales, avec la possibilité de matcher entre ces trois approches en même temps. On peut prendre. Quelles sont rapidement, je vais juste citer, les niches d'une réglementation des télécommunications convergentes, appréhender les télécommunications sous l'angle des communications électroniques, changer la notion d'opérateur et parler d'opérateur ou d'opérateur de services ou de réseau de communication électronique, la soumission des services de communication électronique à un régime juridique technologiquement neutre, la coordination entre les deux législations des télécoms et de l'audiovisuel, la simplification des licences et leur octroi par catégorie, voire la procédure de licence unifiée, valable pour une pluralité de services et d'activités, l'élimination des licences parfois, sauf pour les activités qui demandent des ressources rares, bien sûr, et leur remplacement par la technique de l'autorisation générale qui est appliquée surtout en Europe. La réunion des attributions de régulation entre les mains du régulateur des communications électroniques, à savoir l'infrastructure, les services, l'homologation, les ressources rares, etc. Je fais rapidement. Voilà, soumission. La soumission des services de communication électronique à un régime juridique technologiquement neutre. La neutralité technologique au niveau de la gestion du spectre, quel que soit le service et la technologie, dans l'objectif d'une utilisation souple des fréquences. Actuellement, on a une réglementation trop rigide en matière d'utilisation des fréquences. Maintenant, il y a un autre aspect très important. En matière institutionnelle, ou selon une optique institutionnelle, de plus en plus les expériences qu'on l'a montré, Madame Asma, vont vers ou bien un régulateur multisectoriel ou à la limite une bonne coordination entre les régulateurs en matière de communication électronique. Donc c'est une baisse paradigme. Pour les niches de réglementation de l'audiovisuel convergente, la notion de service de médias audiovisuels soumis à un régime de neutralité technologique, le dépassement de la dichotomie télécommunication audiovisuelle, la distinction entre services de médias linéaires et services de médias non linéaires, la notion de fournisseur de services de médias soumis à la responsabilité éditoriale, même si le service est fourni sur Internet, c'est très important ça. Cela couvrira donc les nouveaux plateformes de fourniture des services sur Internet qui seront soumis au même titre que les fournisseurs de services de télécommunications aux mêmes contraintes donc liées à la responsabilité éditoriale. Voilà. Donc je vais quand même terminer par vous parler de certaines orientations que je propose. Ce sont des orientations collées à la réalité, à l'état actuel des réflexions donc relatives aux télécommunications et à l'audiovisuel. Premièrement, la nécessité de prendre en considération la convergence des médias dans les deux projets de loi en cours sur les télécommunications et l'audiovisuel, chose qui n'est pas évidente. Si Mohamed
voilà, c'est Dhekr, voilà, c'est Rojbi, savent bien que lorsque, dans les discussions du projet de loi relative à l'audiovisuel, lorsqu'on a parlé de cela, ils nous ont dit, bon, certains nous ont dit que, bon, c'est vrai qu'il faut citer un petit peu, faire référence à la notion de service de communication, mais il ne faut pas quand même consacrer tout un chapitre ou là, toute une section à la question, surtout que même dans les pays avancés, on ne s'est pas encore prononcé, etc. Il faut trancher avec ce discours qui n'est pas tranchant. Et les zones grises dont parlait tout à l'heure donc, notre ami, et il faut tenir compte de la convergence dans ces deux projets de loi. Deuxièmement, la prise en compte de la convergence des médias dans les autres projets de loi relatifs à l'environnement réglementaire des contenus numériques. Bien sûr, la liberté, le projet de loi sur la liberté de presse qui est débattu actuellement, la protection des données personnelles, le commerce électronique et la propriété intellectuelle. Il faut que ces projets de loi tiennent compte de la convergence aussi. Coordonner les travaux de préparation des deux projets de loi en cours, parce qu'actuellement, sincèrement, il n'y a aucune coordination. Il y a eu des initiatives, donc il y a eu des contacts interministériels, mais réellement, le comité d'experts qui travaille sur le projet de loi sur l'audiovisuel, déjà, elle a préparé son avant-projet qui a été soumis au ministre, a travaillé d'une manière donc sans aucune relation avec le comité qui travaille auprès du ministère des Technologies de l'Information sur le code du numérique. C'est très important. Une consultation publique nationale sur la convergence des médias est très importante parce qu'elle entre dans le cadre de ce que l'on appelle l'autorégulation. La nécessité de coordonner les actions des régulateurs, l'importance de la co-régulation. C'est vrai qu'actuellement, il y a la loi, je crois, de 2005 qui traite de la coordination entre les autorités de régulation sectorielle et le Conseil de la concurrence. Et elle prévoit des mécanismes de coordination entre ces deux autorités de régulation sectorielle ou nationale. Mais il faut élargir ces mécanismes-là à l'AICA et justement prévoir des mécanismes de coordination, qui tiennent compte justement de la convergence. Importance de l'autorégulation impliquant les acteurs à travers du soft law, des codes et des chartes de bonnes pratiques, à travers des consultations publiques. C'est très important parce que la convergence des médias ne peut pas s'asseoir uniquement sur des initiatives législatives unilatérales. Il faut impliquer les acteurs dans ce processus de convergence. Voilà, et je souhaite que le présent workshop serait parmi les premiers pas à franchir vers une réglementation convergente, et je vous remercie.